démarrer, je propose avec Bernard de commencer sur justement sur le sujet le plus simple, voilà, le plus évident, sur fondamentalement là, qu'est-ce que la droite? Déjà, merci infiniment de l'invitation et puis de me permettre de parler. Alors, il y a plusieurs manières d'envisager la question. D'abord, évidemment, quand on se pose la question qu'est-ce que la droite, on pense tous immédiatement, et à raison, à la classification politique qui a été proposée par René Raymond et qui a divisé la droite en trois familles politiques. La droite légitimiste, qui a été contre-révolutionnaire, qui est catholique sociale et qui est plutôt royaliste et légitimiste. La droite orléaniste, qui est plutôt d'obédience libérale. Et puis la droite bonapartiste, et qui a son épigone au XXe siècle, le gaullisme. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est lorsque il propose cette classification, il l'écrit dans les années 50, dans les années 1950. Et donc le contexte politique compte essentiellement, compte beaucoup, je dirais, dans la définition et dans cette classification. C'est-à-dire qu'évidemment, classer l'orléanisme et le libéralisme au sens plein du terme, c'est-à-dire, on s'entend bien, quand on parle de libéralisme, il ne s'agit pas simplement de dénoncer la spoliation fiscale des familles et des entreprises. Le libéralisme, c'est l'idée de considérer que dans le fond, il n'y a pas en soi de valeur, hormis des rencontres de volonté, hormis le contractualisme. Donc ça, c'est très important d'avoir en tête, que dans les années 50, et oui, effectivement, évidemment, il y avait, eh bien, sur la droite du spectre politique, le libéralisme, étant donné le contexte international, le contexte politique national, un parti communiste extrêmement fort, et le contexte international, l'affrontement est-ouest. Alors cette classification, elle a quand même été contestée, je vais être assez rapide, hein, mais si vous me laissez 5 minutes, je pense que c'est important. Cette classification, elle a été notamment contestée par des historiens, je pense en particulier à Frédéric Bluch, le fils de François, Frédéric Bluch qui est spécialiste du bonapartisme et qui écrit un article au début des années 80 pour dire, attention, certes, il y a une classification des courants politiques sur un spectre politique, et c'est parfaitement normal, c'est parfaitement légitime, un spectre politique, il peut évidemment être toujours, quelles que soient les circonstances, analysé avec un bord qui est à droite et un bord qui est à gauche. Mais attention, attention, le courant bonapartiste et le courant libéral, orléaniste, sont devenus de droite, alors qu'ils n'étaient pas originairement de droite. Et il a d'ailleurs parfaitement raison en disant cela, lorsqu'on regarde les assemblées, les chambres de députés, etc. au XIXe siècle, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement, par exemple, l'orléanisme siège au centre-gauche. Bien. Donc, il y a, nous dit Bluch, en fait, une ambiguïté sur ce que c'est que la droite orléaniste et la droite bonapartiste. En fait, ce sont d'anciens centres qui ont glissé sur la droite du spectre politique. L'orléanisme étant un centre par rejet des extrêmes, par rejet d'une part du courant républicain et d'autre part par rejet du courant légitimiste, et le bonapartisme étant en fait un centre par synthèse des extrêmes. On admet certaines idées de la droite ontologique, de la droite légitimiste, l'idée de l'autorité, que ce soit l'autorité du père de famille, l'autorité du chef d'entreprise ou l'autorité du chef de l'État, mais en même temps on adopte un certain nombre d'idées modernes issues de la Révolution française, l'égalitarisme. Alors du coup, effectivement, il met en exergue une chose qui, plusieurs décennies auparavant, avait été exposée par un certain Thibaudet, je pourrais vous en parler longuement si vous le désirez, le fait que la vie politique française a été marquée par ce que Thibaudet a appelé le mouvement sinistro-gire, c'est-à-dire le fait que les nouvelles organisations politiques, les nouvelles forces politiques, les nouvelles idées sont apparues par la gauche du spectre politique, ont grossi, se sont développées, et ont repoussé sur la droite du spectre politique ce qui antérieurement était à gauche ou au centre. Et donc, dans les années 50, quand René Raymond écrit et propose sa classification des trois droites, il a parfaitement raison. Nous sommes dans une situation où, par opposition, eh bien, en particulier à l'Union soviétique et au bloc de l'Est, eh bien, on a des différents courants qui sont philosophiquement disparates, mais qui se retrouvent sur la droite du spectre politique. Alors, on peut, en synthétisant, dire les choses d'un point de vue, je dirais, programmatique. Et après, on va parler, si vous le voulez, d'un point de vue plus doctrinal. D'un point de vue programmatique, on s'accorde sur le fait, on peut s'accorder sur le fait, que dans le fond, on a trois périodes. Trois périodes historiques où on va avoir des critères de clivage, des critères de distinction de ce qui est à droite et de ce qui est à gauche, je dirais, en fonction donc des périodes.
première période, jusqu'à l'implantation définitive de la Troisième République, on peut considérer que sont à droite ceux qui sont plutôt pour un régime de type monarchique, ou du moins pour un régime dans lequel l'exécutif a la prééminence sur le pouvoir législatif. Ce qui est à gauche, c'est plutôt les républicains et plutôt ceux qui défendent un régime de type parlementaire. À ce critère, ça n'ajoute un second, je crois, important, c'est la place que l'on reconnaît à l'Église catholique dans l'ordre social et, de manière plus générale, la place que l'on reconnaît aux valeurs morales dans l'ordre social. La droite, c'est celle qui affirme son soutien, son adhésion, je dirais, aux valeurs morales catholiques, et puis la gauche, ce serait plutôt celle qui veut substituer à ces morales, eh bien, une morale républicaine, une morale autre. À partir de la fin du XIXe siècle, le critère du clivage change. Et nous avons vécu, pendant l'essentiel du XXe siècle, sur un nouveau critère, qui est désormais un critère de l'intervention de l'État. Grosso modo, étaient à droite ceux qui voulaient limiter l'intervention de l'État, c'est-à-dire défendre des fonctions dites régaliennes, police, justice, défense, etc. Et puis, à gauche, ceux qui voulaient développer le domaine et la compétence d'intervention de l'État, c'est-à-dire notamment motivés par une idéologie socialiste. Attention, et de la même manière que tout à l'heure, il faut bien distinguer la lutte contre la prééminence ou l'omnipotence de l'État avec le libéralisme. De la même manière, il ne faut pas assimiler tout courant socialiste au collectivisme. Je veux dire, le collectif, tout socialiste n'est pas collectiviste. Et je pense en particulier, vous le savez bien, aux idées de Proudhon, qui est un socialisme et qui n'est pas collectiviste. Il s'avère que, par la victoire, je dirais, des marxistes au sein de l'internationale socialiste, le socialisme, pour l'essentiel, au XXe siècle, a été coloré par le collectivisme. Et donc, effectivement, le clivage droite-gauche au XXe siècle, en particulier à partir de la Première Guerre mondiale, j'y reviendrai si vous le voulez, mais ça serait trop long ici, parce qu'évidemment, la Première Guerre mondiale, c'est une guerre totale, c'est une nécessité pour gagner la guerre d'organiser la production économique, d'organiser le ravitaillement du front, et donc l'État s'est naturellement développé sans même qu'il y ait besoin d'une idéologie. Ça, c'est quand même important, je dirais, l'avoir en tête. Mais bien entendu, il y a la révolution bolchevique 1917, il y a la scission au sein des socialistes. C'est législative, il nous est apparu. Bien de construire l'Union européenne, enfin la CE, dans les années 50 et 60, c'est face au bloc de l'Est. C'est face au bloc de l'Est. À partir du moment où l'Union se politique s'effondre, eh bien, vous n'avez plus, je dirais, de lutte, de frontières, de cohérence propre à la construction européenne. Et donc, vous avez un emballement de la construction européenne dans les années 90, et du coup, un début, effectivement, de scepticisme vis-à-vis de ce projet. À partir des années 90, la mondialisation, la construction européenne qui semble perdre de son sens. Je dirais, comment dire, un emballement d'ordre technologique et bioéthique qui fait qu'on ne sait plus véritablement ce qu'est l'homme. Et bien désormais, le clivage, je le crois, n'est plus à partir des années 90 sur la question du régime, sur la question, si c'est une question qui reste, mais qui est importante, plus sur la question véritablement de l'intervention de l'État, même si ça reste évidemment une question importante. Désormais, c'est un clivage qui se fait sur la définition des corps sociaux. Que ce soit la question, je dirais, de la famille, que ce soit la question de la nation, que ce soit la question de l'Europe, c'est la même question. Et entre nous soit dit, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, aucun de nos partis politiques n'est véritablement cohérent sur cette question, parce qu'ils sont un petit peu ceci sur un domaine et un petit peu cela sur un autre. Désormais, il me semble que la classification droite-gauche, elle se fait sur la définition des corps sociaux. Ceux qui pensent que les corps sociaux, et j'en ai terminé dans un instant, et là on en arrive à la doctrine profonde, à la doctrine essentielle, ceux qui pensent que les corps sociaux sont une donnée de l'ordre des choses,
de l'ordre cosmologique des choses, que dans le fond, les hommes ne font que s'inscrire dans des corps sociaux, actualiser quelque chose, mais qui existe indépendamment d'eux. Et il y a ceux qui pensent que les corps sociaux, quels qu'ils soient, sont une construction artificielle. Et ça, je crois que c'est véritablement le critère de classification aujourd'hui de la droite et de la gauche. Or, aucun de nos véritables... Et donc, ce clivage, eh bien, il ne passe pas entre les partis politiques, il passe au sein des partis politiques, et il passe, je dirais, essentiellement au sein de la droite. Et c'est ce qui explique aujourd'hui, me semble-t-il, je dirais, cette distorsion, cette même incompréhension qu'il y a entre la droite d'en haut et la droite d'en bas, entre, je dirais, différents courants qui aujourd'hui se disputent et qui veulent attirer à eux l'essentiel des électeurs. Le clivage se fait désormais entre ceux qui sont, je dirais, organicistes ou classiques, ceux qui, comme Aristote, pensent que la sociabilité est naturelle, et ceux qui, à l'inverse, pensent que la sociabilité est artificielle et que tout peut être construit par la simple volonté des hommes. Et je crois que, sincèrement, enfin, il me semble véritablement que ça, c'est un critère facilement identifiable, mais qui nous montre que, évidemment, sur la famille, sur la nation, sur l'Europe, nos différents partis politiques sont incohérents. Voilà ce que je vous propose comme base d'analyse. Et allez, à bon courage. Voilà. Donc, au-delà effectivement des filiations historiques des trois droites, légitimistes, bonapartistes et orléanistes, effectivement définies par René Raymond, que personne n'avait contesté, en tout cas à ma connaissance jusque-là, qui était l'unanimité, il y a effectivement, donc, si je comprends bien, ce nouveau clivage qui prend le dessus. Alors, on pourrait le définir, ça pourrait être un clivage mondialiste patriote ou un clivage sur le cadre d'épanouissement de l'homme. D'un côté, on considère qu'il y a l'individu face au cosmos, hein, si je pousse à l'extrême, et de l'autre, non pas d'un individualisme, mais des corps intermédiaires, que sont évidemment le monde, la nation, la famille, les corps, voilà, les corps intermédiaires, qui sont, et la nation évidemment, donc qui sont les meilleurs cadres d'épanouissement de l'homme. Donc, en fait, on revient un petit peu aussi au clivage que Jean-Frédéric Poisson a défini tout à l'heure sur le nouveau clivage de la droite, puisque c'est bien le sujet, une droite libérale au sens mondialiste, et une droite personnaliste et contractualiste, et de l'autre côté, une droite personnaliste. Vous y reconnaissez Guillaume Bernard? Oui, je vais plutôt apporter de l'eau au moulin de Guillaume Bernard, s'il est permis d'être en accord. Naturellement. Obligé d'être en désaccord. Je crois que vous avez terminé par la question de la définition des corps sociaux, ça me semble absolument essentiel. Pierre Madan a écrit dans Situation de la France, je le cite, « Nous avons livré toutes les composantes de la vie sociale à la souveraineté illimitée de l'individu particulier. » C'est le constat qu'il fait dans ce livre. Cette définition de la situation sociale, de la société et des corps sociaux est excellente de la part de Pierre Madan. Donc c'est la souveraineté illimitée de l'individu qui fait exploser les corps sociaux, ce qu'on appelait les corps intermédiaires, les corps naturels, etc. Je crois que sur cette question, il y a un déficit de pensée dans le cadre de quand on envisage la question du clivage droite-gauche, ou ce qui peut être envisagé au plan prospectif. C'est une question qui a travaillé et qui me semble essentielle, puisque nous vivons une forme de dys-société. Ce n'est plus une société où nous allons vers une dys-société, avec une nécessité, bien évidemment, de recomposer, de refaire vivre les corps sociaux et les sociabilités, même la question du civisme. Et là, il y a un champ d'exploration absolument incroyable, une réponse à des points de souffrance, de douleur de la société qui sont très importants. Et je crois que la filiation qui est ici présente a un discours très important à porter dans la société. Puisque cette question des corps sociaux est celle qui est travaillée depuis si longtemps par le catholicisme social. Donc je pense que la filiation que vous avez me semble vous prédisposer à agir d'une manière particulièrement opérante sur cette question. Autre point, la question historique, bien évidemment Guillaume Bernard connaît beaucoup mieux que moi l'histoire des philosophies politiques, des idées, des courants de pensée. Il y avait effectivement ce clivage entre la modernité philosophique et politique d'une certaine manière et les antimodernes, les modernes contre les antimodernes. La droite était anti-moderne, ce clivage que vous avez et qui a disparu à la faveur des 30 glorieuses, des glorieuses de chantage de l'Union soviétique. Il y a eu l'atlantisme, face à l'Union soviétique, il y a eu la question de la construction européenne. C'est là qu'on a vu le christianisme social de la démocratie chrétienne évoluer aussi dans sa manière d'envisager les choses, davantage vers l'atlantisme et vers la construction
clivage sur la modernité a disparu pendant tout ce temps-là, mais qu'il est en train de revenir. Le clivage moderne-anti-moderne est en train de revenir à la faveur, bien sûr, de la crise de la civilisation moderne, qu'on appelle post-modernité, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Donc ça, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Un clivage qui me semble essentiel et qui est présent, c'est le clivage autour de l'économie, mais pas simplement autour du périmètre d'intervention de l'État, libéralisme, pas libéralisme, mais autour du système et de la structure économique et de la manière dont évolue la structure même du capitalisme depuis le début des années 90, qui sont le tournant de l'ultra-financiarisation, libéralisation. Donc c'est un clivage très important sur lequel il faut réfléchir. Et un troisième clivage culturel, sur la culture, le clivage de civilisation, déconstruction, enracinement, repères, etc. C'est ce qu'on a vu, par exemple, en 2013 avec la même pour tous. Sur cette définition de la droite et sur la définition des anciens et des nouveaux clivages politiques, Martial Butte, vous vouliez réagir? Je ne vais pas répéter ce que le professeur a précisé, je ferai forcément moins de quand je me suis engagé, moi, politiquement, en début des années 80, le clivage gauche-droite, il existait. Qu'est-ce qui faisait en sorte que je sois un jeune étudiant de droite? C'est tout simplement qu'en face, il y avait un totalitarisme, qui était le totalitarisme communiste, soviétique, qui était né d'une même matrice des deux totalitarismes du XXe siècle. Donc, par définition, cet engagement, il était facile, il était évident. Aujourd'hui, il y a d'autres formes de totalitarisme, le nihilisme, l'islamisme radical, qui font aussi que, bien évidemment, le combat qui était le mien il y a quelques années, quelques décennies, est toujours valable. Moi, ce que je note dans les deux interventions, c'est que vous indiquez qu'il y a un clivage. Parce que cette question-là se pose souvent. Et il y a des gens qui disent, ni de droite, ni de gauche, que ces clivages ont disparu. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et à contrario, j'en suis d'autant plus sûr que la gauche, elle, a toujours considéré que ce clivage existait et qu'il fallait combattre la droite. Et elle l'a fait par deux actes que je crois les actes les plus forts qui ont été menés contre les droites en France. C'est bien évidemment mai 68, quand la gauche impose son hégémonie culturelle sur la droite, prétendument opposée au progrès, que l'on cantonnera finalement dans le domaine économique. On va donc construire un mur autour d'elle sur des thématiques, et puis, de manière peut-être moins prégnante pour vous, mais pour les jeunes de ces années 80 dont je faisais partie d'une manière essentielle, par la politique de François Mitterrand au moment de SOS Racisme, la création d'une idéologie des droits de l'homme, d'une idéologie antiraciste qui va cette fois-ci créer un mur entre les droites elles-mêmes, jetant les droites identitaires d'un côté, les autres d'un autre côté. On va construire ces murs et à partir de ce moment-là, on va figer finalement la droite, on va la casser avec une droite qui va cesser de défendre l'identité en se caricaturant, puisque par définition elle est dans un ghetto, et l'autre droite qui par définition, elle, n'étant pas dans le ghetto, va essayer de plaire et va s'adapter à une forme de culture déracinée, ce qui fait qu'il va y avoir véritablement un étiolement des droites. Aujourd'hui, et ça je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, il y a des actes forts qui permettent de dire que ce temps-là, celui de mai 68, celui de SOS Racisme avec la mise en orbite d'une planète antiraciste attachée à l'idéologie des droits de l'homme, est en train de s'effondrer, et c'est moi le message d'optimisme que je vous apporte. Je suis convaincu que nous sommes en train de vivre une rupture, un vrai changement, et si vous me le permettrez, tout à l'heure, je vous donnerai quelques raisons d'espérer pleinement de la capacité que nous avons de créer le monde d'après, que ce monde d'après, que ce soit vous, que ce soit nous qui la créons, et pas les autres. L'idée, effectivement, c'est de faire une rétrospective. Je vous propose qu'on passe à la deuxième phase sur justement la réalité aujourd'hui, sur l'état des lieux de la droite aujourd'hui. Je disais, où est la droite? Parce que finalement, on ne tire tout plus vraiment. Les lignes de clivage bougent souvent. On peut le voir tant au Front National qu'aux Républicains, où il y a des tendances finalement assez antagonistes sur le fond qui se côtoient et qui cohabitent, j'allais dire. Donc, où est réellement cette droite-là aujourd'hui? Une droite personnaliste, est-ce qu'on peut la retrouver évidemment ici, mais au-delà? Guillaume Merlin? Ah non, c'est moi qui commence. Bon. Professeur. Oui. C'est ça. En plus, M. Butte se fiche de moi. Bien sûr.
vous donner un certain nombre d'éléments de réponse et vous verrez, mais naturellement, c'est parce que nous sommes plusieurs que justement les réponses vont se compléter. Il me semble qu'il y a une chose qu'il faut d'abord intégrer, et je rebondis sur un élément qui a été dit, je ne sais plus par qui, sur le fait que, je crois que c'est Martial, sur le fait que vouloir nier, je dirais, la possibilité de classer les courants politiques entre ce qui est à droite et ce qui est à gauche est totalement irréaliste. Un spectre politique, il peut, par principe, tout simplement, on peut identifier un bord droit et un bord gauche. Bon. Pour autant, la césure, elle peut glisser. Et c'est ce que nous avons vu avec le mouvement Sinistre-Gilles. Je pense, pour ma part, que depuis justement les années 90, le mouvement politique s'est inversé. Et que donc on n'est plus avec un mouvement Sinistre-Gilles, et vous savez peut-être pour certains d'entre vous, que j'ai donc proposé ce concept de mouvement dextro-Gilles. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une situation inverse. C'est désormais par la droite du spectre politique que les idées politiques progressent. Attention, je ne suis pas un gueulet, je suis conscient du fait que dans le monde culturel, dans le monde artistique, dans le monde médiatique, il y a encore évidemment une omniprésence, une omnipotence des idées venues de la gauche. Mais ça n'empêche que, idéologiquement, cette gauche est sèche. Elle est, je dirais, improductive. Les idées qui sont aujourd'hui proposées sont des idées déjà anciennes. C'est horrible à dire, mais nous avons manqué de, je dirais, de prudence, nous avons manqué d'à-propos, mais la théorie du genre que nous voyons aujourd'hui et que nous essayons, un certain nombre d'entre vous, peut-être encore plus que moi, de combattre, eh bien, elle est née, cette théorie du genre, dans les années 70. Autrement dit, ils ne produisent rien véritablement de nouveau. Ce n'est que la continuité, que la queue de comète. Je crois qu'on est dans un mouvement inverse. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et je réponds à votre question, où est la droite? Eh bien, elle est bien sûr sur la droite du spectre politique. Mais attention, ce qui est à droite, en raison du mouvement Sinistre-Gilles, n'est pas forcément de droite. Ça, c'est la première des choses. Parce que la droite a été en partie colonisée, et Martial Guide l'a encore illustré avec un certain nombre d'éléments. Ce qui est à droite n'est pas forcément de droite, mais ce qui est de droite, par le mouvement d'Extrogir, eh bien, est en train de nouveau de progresser. C'est-à-dire que, bien sûr, ça veut dire qu'il y a une progression, pour simplifier, je vais dire de l'extrême droite ou de la droite radicale, comme on veut. Bon, il y a bien sûr une progression électorale de l'extrême droite. Mais ça veut dire aussi que des idées qui sont de droite, eh bien, elles aussi progressent. C'est-à-dire qu'elles reconquièrent du terrain, n'est-ce pas, qui eh bien, avait été intellectuellement occupé, du terrain électoral, du terrain politique, du terrain intellectuel, qui était antérieurement occupé par des idées venues de la gauche. Et donc, ça nous crée cette dichotomie qui fait que, entre l'opinion publique, entre la base et les classiques des partis politiques, je ne parle pas de vous, entre les classiques des partis politiques, il y a une distorsion. Ils ne sont pas encore conscients de ce qu'il y a effectivement de plus en plus, eh bien une redroitisation ou le fait d'assumer de plus en plus pour ceux qui sont à droite d'être de droite, alors que eux sont à droite, mais pour certains d'entre eux, pas tous, mais pour un certain nombre d'entre eux, sont en fait, eh bien, seraient bien, je dirais, inspirés de retourner à gauche. Ben oui, parce qu'effectivement, on est à droite, on n'est pas nécessairement à droite. Et donc, alors, où se trouve la droite? Eh bien, où se trouve la droite? Elle se trouve, philosophiquement parlant, si on essaye d'identifier les choses, l'idée de leur racinement, l'idée, je dirais, de ce que, eh bien, comment dire, l'ordre naturel existe, bien, ces différentes marqueurs, je dirais, de l'identité de droite, eh bien, il faut bien le dire, elle est présente dans les différents partis politiques qui sont classés à droite. C'est-à-dire que vous avez, eh bien, évidemment à LR, évidemment au Front National, des gens qui sont authentiquement de droite et qui, entre nous soit dit, sont quand même philosophiquement plus proches qu'ils ne le sont de certains membres de leur propre parti. Oui. Oui, je crois que la notion de mouvement d'extrogir me semble ajustée à la situation. Ce mouvement d'extrogir, très paradoxalement, déroute la droite. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où la société va à droite,
déboussolés, des citoyens qui partent à la recherche d'une droite introuvable, d'une certaine manière. Et on se retrouve même des sociologies entières qui partent à la recherche d'une droite introuvable. Je crois qu'il y a la question de la panne de sens, de la modernité, de la fin du grand récit de l'émancipation. S'émanciper est un aspect essentiel de l'hégémonie culturelle de la gauche. S'émanciper, c'est s'affranchir des contraintes sociales et morales, d'une certaine manière. Donc c'est que la société ne sera plus structurée sur des éléments, pour le dire vite, qui sont au-dessus de nous, qui portent une certaine transcendance. Et le grand récit de l'émancipation, bien évidemment, se fracasse sur cette société de l'individu dissocié qui arrive au bout de la logique individualiste, où tout le monde dit, même libé, on n'arrive plus à vivre ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ils le disent tous. Comment on vit ensemble, etc. Bah oui, l'individu dissocié, la dissociété ensemble. Donc ce grand récit de l'émancipation se fracasse sur le réel, sur l'histoire. Et je crois que ce grand récit de l'émancipation avait infusé une partie très très importante de la droite française, au bout du compte, que cette hégémonie culturelle de gauche a convaincu les esprits, les têtes de beaucoup d'hommes politiques et de mouvements politiques de la droite française. Et désorientés face à la fin du grand récit moderne, bien évidemment, ces personnes-là se retrouvent désorientées dans leur propre positionnement politique, s'accrochent à l'existant, à ce qui les a structurés ou déstructurés du moins pendant 30 ans, et n'arrivent pas à franchir le pas que, paradoxalement, pas que franchissent des intellectuels qui viennent de la gauche. C'est-à-dire qu'ils se mettent en rupture avec leur système de pensée moderne, les intellectuels de gauche, Louvet, Guilly, Todd, Onfray, enfin, on pourrait en citer beaucoup, Finkielkraut, Bruckner, absolument. Voilà. Et les gens de droite, eux, refusent de se remettre en cause. Donc ils ne franchissent pas ce pas et se retrouvent évidemment dans une fracture incroyable qui ressemble effectivement à la fracture peuple-élite. Et la question est de savoir, soit ils retournent à gauche d'une certaine manière, ou quelle est la sortie de crise ou la sortie de l'impasse, ou quelle est la possibilité d'influence pour aider les gens à reprendre pied sur la réalité et à faire un mouvement vers l'histoire qui se joue aujourd'hui. Alors, pardon, non, juste pour dire, pardonnez-moi, pardon Martial, ces gens de droite qui retournent à gauche, c'était la grande coalition que Juppé avait annoncée lorsqu'il était candidat à la primaire, et qu'aujourd'hui Macron incarne. C'est-à-dire qu'incontestablement, je crois que nous avons raison de penser qu'il y a un retour des idées classiques, des idées, j'allais dire ontologiquement, c'est un peu pédant, mais enfin des idées ontologiquement de droite, mais c'est ça, et que cette progression de ces idées conduit certains hommes politiques à dire, bien oui, j'accepte de rester sur mon créneau politique, et donc je dois droitiser mon discours. Peut-être qu'ils endossent un costume dont ils ne se rendent pas compte de ce qu'il est. Et puis il y a ceux qui effectivement disent, mais non, je n'accepte pas ce retour à ces idées classiques, et donc j'accepte de dériver vers la gauche, et c'est la position Juppé-Macron. C'est la grande coalition. Voilà. Très bien. Parce qu'effectivement, pour s'y retrouver, on a bien compris qu'il y avait aujourd'hui, la droite était éclatée, morcelée. On pouvait retrouver des personnalités au sein de partis politiques qui cohabitent, mais qui ont des idées adverses, antagonistes. On peut penser par exemple, au Front National, quelqu'un comme Marion Maréchal Le Pen et Florent Philippot qui cohabitent, alors que la première a un logiciel authentiquement de droite, le deuxième a un logiciel chevènementiste, étatiste, s'il en est, et donc un logiciel moderne. Mais toute cette droite-là, éclatée, morcelée dans le paysage politique, d'abord, faut-il réunifier la droite, et surtout, Martial Pitt, comment réunifier la droite? C'est dans cette salle qu'on apporte la réponse. C'est pas à moi d'apporter la réponse de personnes qui militent pour essayer d'avoir, à la fois de se protéger de ce qu'ils considèrent comme n'étant pas forcément leur logiciel au sein d'autres formations politiques, tout en essayant de trouver le chemin. Ce n'est pas à moi d'expliquer ce que vous faites au quotidien bien mieux que moi. Non, moi, ce que je crois dans ce que disent les amis, c'est que
c'est vrai qu'il y a une droite qui est soumise, qui a été soumise, il y a une droite qui a été disloquée. Mais ce que je voudrais aussi, Christophe, c'est que vous ne pensiez pas en termes de partis politiques. Parce que les partis politiques, aujourd'hui, ils ne sont pas, c'est comme cela, ils ne sont pas moteurs de reconquête. C'est-à-dire que par trois fois, en ce moment, il y a trois phénomènes importants où les partis politiques ne sont pas partie prenante. Ils sont même d'ailleurs effrayés. Il y a la première chose, c'est que la reconquête est passée par le refus de l'atomisation de la société. Et là, ça a été la manif pour tous, c'est-à-dire la concrétisation d'un peuple français qui, pour la première fois, était capable de contester à la racine un projet qui était civilisationnel de la gauche. Et les partis politiques ont été effrayés, pas tous, bien évidemment. Et ici, je parle à des personnes qui n'ont pas eu peur. Mais ils ont été effrayés parce qu'ils n'ont pas compris cela. C'est le peuple qui a mené la reconquête. Ce sont les intellectuels qui remènent la reconquête. Ce ne sont pas les partis politiques. Vous en avez cité quelques-uns. On pourrait citer Finkielkraut, on pourrait citer Elisabeth Lévy, on pourrait citer Camus, de Benoît, Zemmour, Onfray et tant d'autres qui ont fait, eux, cette démarche. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a une prise de conscience contre la déstabilisation de l'unité de la société. Et ça, pour la première fois, là aussi, les intellectuels viennent porter un coup de main à l'effort commun. Et enfin, il y a un phénomène que nous n'attendions pas, dont on n'avait pas vu l'ampleur, et là je parle pour ma chapelle, mais dans la réalité ce sont les faits. Pendant, jusqu'à il y a quelques années, il n'existait ni les réseaux sociaux, ni la puissance d'Internet, et l'information, le garde-chiourme de l'ensemble de l'atomisation de la société, était aux mains d'une presse de masse qui se faisait le garde-chiourme. Aujourd'hui, elle est dépassée. Aujourd'hui, elle est dépassée par les médias alternatifs, comme TV Liberté, comme d'autres d'ailleurs. TV Liberté n'est pas, comment dire, le maître de cette situation-là, mais il participe à l'idée que la presse peut être dépassée, que les écoles de journalisme politisées peuvent être enfin dépassées, qu'il y a une école de journalisme vivant où la droite peut aujourd'hui être installée. Eh bien, à chaque fois, on le voit, par le refus de l'atomisation de la société, par le refus de la mise en cause de l'unité de la société, contre la démocratie qui a été confisquée pendant des décennies par les médias aux mains de forcément des oligarques ou des banques, ou de l'État, ou des trois en même temps, quelquefois, eh bien cette liberté, aujourd'hui, elle existe. Et c'est donc aujourd'hui le message que moi, je pense est vrai, c'est qu'il y a la démonstration, ce que fait TV Liberté, l'idée c'est de montrer qu'il y a un bouillonnement intellectuel, culturel, de droite, qui est énorme, qui a pris le dessus et Guillaume a raison, les idées aujourd'hui, elles sont à droite. Et on peut le démontrer. Ce qu'on n'avait pas osé démontrer, ce qu'on ne donnait pas la parole aux intellectuels de droite, on ne donnait pas la parole aux idées de droite, aujourd'hui, eh bien, ça se voit, ça s'entend, et il y a donc une occasion remarquable de reconquête totale des idées de la droite en France. Je le crois.